Bonjour à tous et bienvenue dans A Geek Now consacré à Ghost in the Shell version 2017. On se retrouve, comme je vous le disais, pour parler de Ghost in the Shell, le nouveau film, en tout cas le remake américain de cette fameuse licence asiatique. Pour en parler, je suis en compagnie d'Erwan. Salut Erwan, de la rédaction de IGN France. Et bien du coup... Déjà pour commencer, Ghost in the Shell, évidemment, je pense que ça parle à beaucoup de monde, même si tout le monde n'a pas vu le film original, mais voilà. C'est une vieille licence en même temps. C'est une vieille licence. Il y a eu le film original, l'animé original. De Depuis, il y a aussi Mamoru une version remasterisée qui vient de sortir en Blu-ray d'ailleurs. Oui, c'est oui. Voilà, il y a aussi la version 3D, il y a des mangas, le des manga OAV, d'origine, il y a eu une série animée, il y a eu des jeux vidéo aussi, aussi des jeux d'ailleurs. vidéo, c'est vrai. Globalement, donc, c'est assez connu, c'est vrai. Ça s'adresse à qui en fait ? C'est vrai que c'est un live action hollywoodien, donc tout de suite c'est beaucoup plus grand public, ça va vraiment toucher les gens qui ne connaissent pas la licence, et c'est assez dur d'en parler parce que ça va diviser forcément la façon d'en parler. D'abord on va avoir les puristes de la licence, donc là on peut le dire tout de suite, vous pouvez arrêter la vidéo, aller voir ailleurs parce que ce film n'est pas pour vous. Si vous êtes un intégriste faut pas de leur la dire licence, tout de suite, attends la fin de la vidéo. Ghost in the Shell, vous n'allez pas apprendre grand chose. Voilà, c'est différent et ça va pas vous intéresser plus que ça. Donc vous pouvez passer à autre chose. Si vous êtes quelqu'un du grand public, je pense que vous allez voir un bon film d'action, vraiment sympa. Et il y a peut-être des trucs qui vont vous paraître un peu bizarres ou que vous n'allez pas bien comprendre ou des références que vous allez rater, mais bon, globalement c'est bien. Et puis il y a les entre-deux, les gens qui connaissent la licence, qui même l'apprécient beaucoup, qui ont l'esprit un peu ouvert et qui sont capables d'accepter cette nouvelle œuvre dans l'univers. Les puristes ont l'esprit fermé. Déjà le terme puriste, je suis pas fan. Donc voilà, ils peuvent l'être et puis aller se faire voir ailleurs. Mais moi, voilà, j'ai envie de donner sa chance à ce film, j'ai envie de le comprendre mieux, pour comment il a été fait, ce qu'il propose. Et puis c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Alors, mais aussi dans ma critique. Pour quelqu'un qui n'a effectivement jamais vu le film original, déjà, est-ce qu'il va s'en sortir quand même au niveau de l'histoire et surtout de quoi ça parle ? C'est quoi Ghost in the Shell ? En tout cas, le remake américain, attention. Ouais, alors Ghost in the Shell, ça se passe dans un futur normalement assez proche. Ça parle de cybernétique et de la relation entre l'homme et la machine. Le film ne pose pas toute l'histoire et tout ça. On est dans une ville qui ressemble à Hong Kong, mais on ne donne pas un nom particulièrement. On suit le travail de la Major, qui est la chef de la section 9, une section antiterroriste, même anti-cyberterrorisme, et qui va être confrontée à un terroriste qui va s'attaquer à une société qui fabrique des robots et qui fabrique justement les corps cybernétiques et le corps de la Major, qui est normalement dans ce film la première être vivant cybernétisé complètement. Voilà, il n'y a que le cerveau qui reste d'humain. Alors du coup moi je me rappelle que Ghost in the Shell c'est avant tout quand même un film très politisé, on va dire. Ouais. Est-ce que justement dans le remake américain il y a ce genre de choses ? Est-ce que c'est conservé ou est-ce qu'au contraire, j'irais pas jusqu'à dire que c'est censuré, mais en tout cas que c'est mis de côté parce que ça n'avait pas de... C'est effectivement plus mis de côté que censuré. Dans le film de Mamoru Oshii qui adaptait le manga, déjà c'était un petit peu moins important que dans le manga. Là c'est encore moins important. Par exemple dans le film original, c'était plutôt un conflit entre deux sections du gouvernement. Là c'est entre la section 9 qui est gouvernementale et une société, la société Anka, qui fabrique les robots. Et du coup, voilà, on mentionne le Premier ministre. On a un tout petit peu d'ambiance internationale au début, quand on voit que Anka va chercher des démarches des clients dans les pays développés, des trucs comme ça. Mais c'est tout. Voilà. Après, tout le reste, c'est surtout autour du personnage du Major, de sa confrontation avec son passé et de qui elle est vraiment.
Alors ça fera l'objet, on vous le dira à la fin d'un article complet. Il y a aussi quand même, j'imagine, encore tous les éléments philosophiques qui ont fait un peu la renommée de la licence, de la franchise Ghost in the Shell. Bah, là encore, Rupert Sanders a utilisé certains éléments, c'est-à-dire qu'on va retrouver la question de l'identité, la question de la transformation de l'être humain, de l'évolution de l'être humain dans une espèce de société ultra informatisée et qui est noyée dans l'information. Mais non, c'est assez. Il les mentionne comme ça, il fait des références, enfin, en tout cas, et il passe vite à autre chose, il approfondit pas. Et le seul truc un peu genre philosophique, c'est même pas vraiment bon, c'est le catchphrase ce n'est pas nos mémoires qui font ce qu'on est, ce sont nos actes. Voilà. Ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'en général, on agit selon sa personnalité qui est composée de mémoire. Enfin, donc ça tient pas debout, mais c'est limité à ça malheureusement. Ouais. Alors, ce film, il a quand même beaucoup fait parler sur Remake US parce que celle qui incarne le Major, c'est Scarlett Johansson, qui est l'actrice la mieux payée au monde. Elle a été dans Avengers, dans Captain America, dans énormément de très très gros films hollywoodiens. Donc elle arrive dans Ghost in the Shell. Est-ce qu'elle fait une bonne Major ou en tout cas, est-ce que ça reste quand même une bonne actrice dans ce film ? Alors, elle fait une bonne Major, ouais, c'est vrai. En plus, il y a beaucoup d'explications autour de ce casting, au-delà du fait qu'elle est bankable. Effectivement, ça tient debout, c'est carré. Dans le film en lui-même, dans cette nouvelle histoire, c'est OK, ça me va. Après, elle joue comme Scarlett Johansson, hein, donc il y en a qui sont un peu aveuglés par je ne vois pas de choses. de qui tu parles. Mais quand tu la regardes, ce qui est bien avec le Major, c'est que c'est quelqu'un de taciturne de façon générale, donc quand il suffit de ne pas montrer d'émotion, ça passe. Sinon, voilà, c'est pas terrible. Je te rappelle qu'elle est parisienne, donc elle va venir te péter la gueule. Quand elle veut. Popcorn. Un coup de popcorn. Elle va me popcorniser, c'est comme la version lapidée avec le popcorn. Scarlett Johansson. Mais quand même, bon, à part Scarlett Johansson, il y a d'autres acteurs dans ce film un peu connus. Ouais, c'est globalement assez mauvais, on va bien le dire. Ça surjoue, même Juliette Binoche quasiment la moins mauvaise. J'ai appris hier qu'il y avait Juliette Binoche. Oui, il y a Juliette Binoche qui joue un docteur. Rupert Sanders a apparemment vraiment fait le forcing pour la voir. Oui, bah voilà, c'est comme ça que j'ai su qu'elle avait. Alors, est-ce que c'est comme Godzilla, elle meurt au bout de 10 minutes ou quand même ceux qui aiment bien Juliette Binoche ils vont la voir un peu, et c'est une des plus humaines en fait, avec un autre personnage dont je ne peux pas parler, mais c'est une des plus émouvantes, ouais. Sinon, on a la section 9, donc, qui est composée de personnages qui sont tirés du manga, qui a déjà été en retrait dans le film original de Mamoru Oshii, et là qui sont à peu près dans le même schéma, c'est-à-dire qu'il en utilise 2-3 et les autres passent à la trappe. Finalement, c'est très centré sur le personnage du Major. C'est très centré sur le personnage du Major. Plus que les autres adaptations. Oui. On retrouve quand même le rôle de Batu, qui est très important, qui est joué par Pilou Asbæk et qui est mon préféré. Je le vois et je vois Batu. Hein. C'est vraiment il est très bon dans son rôle. Le chef de la section 9, Aramaki, est joué par Takeshi Kitano, qui fait du Takeshi Kitano, voilà, en badass, alors que c'est la construction du personnage là qui pose problème. On en reparlera dans un autre article spoiler. Qui d'autre? On voit pas Borma, celui dont on s'est moqué à cause de ses yeux. On le voit pas du tout. mais bon, là effectivement, tu parles du fait que le réalisateur a fait certains choix de montrer des personnages et d'autres noms, mais qu'est-ce que vaut quand même la réalisation? Bon, c'est très centré sur Scarlett Johansson, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on y croit quand même? Est-ce que les décors font pas trop carton-pâte? Est-ce que... il y a quand même un vrai boulot de mise en scène, ou c'est parce que notamment ce qui avait frappé dans la bande-annonce, c'est qu'il reprenait parfois au coup près, à la choré près, certaines scènes clés du film original. Là, est-ce que c'est juste une succession de ces scènes clés Alors quand c'est pas des scènes clés du film original, c'est des trucs repiqués du manga ou de l'anime Standalone Complex. D'accord. Il n'y a pas grand chose à lui dedans. Ouais. Par contre, c'est assez carré, ça pète bien. Il y a des défauts, surtout des défauts d'en faire trop en fait.
On le sent fanboy de l'univers et il en rajoute un peu trop, il mélange des choses de tous les films et le résultat est un peu étouffant parfois, notamment la ville. La ville est blindée d'effets spéciaux, d'hologrammes un côté géants. Blade Runner à fond les Voilà, ballons. ouais. Ça se voyait beaucoup Voilà. dans la bande-annonce. Et trop en fait, voilà. Par contre, quand on va dans les bas-fonds, les HLM style chinois complètement déglingués, là c'est vraiment réussi pour moi, je trouve. C'est beaucoup plus posé et c'est beaucoup plus intéressant visuellement. Ensuite, le film est assez carré, il est bien posé, l'action est lisible, elle est assez courte. Il a choisi une action vraiment réaliste et tactique. Donc c'est pas du gunfight à la Matrix, il y a quelques séquences où ça tire dans tous les sens, mais on voit vraiment qu'il a dit la séquence aux du gens... plan d'eau justement, où il y a du ralenti, Oui, il y a le personnage majeur qui apparaît, etc. Il y a beaucoup de slow motion. Oui, il y a un côté hommage à Matrix. Ouais. Et puis, de toute façon, tout le film sent un peu les années 90 quand même. Rien que le thème vient des années 90, il a évolué depuis, mais là il est repris tel quel, donc ça sent un peu les années 90. Mais bon, il y a aussi cette volonté de faire une action lisible qui me change un peu, tu vois, par exemple de Assassin's Creed, on voyait que dalle. Bon, alors moi j'ai beaucoup aimé. Mais non, j'ai bien aimé cet aspect-là de l'action. Ouais. Globalement, on t'entend à la fois être finalement satisfait sur pas mal de points, mais tu aimais certaines critiques. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Parce qu'aujourd'hui, bon, ça coûte entre 8 et 12 euros en entrée de cinéma. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ? Quelqu'un qui est fan de Ghost in the Shell, est-ce qu'il y trouvera son compte ? Ou au contraire, il faut quand même être quelqu'un qui s'y connaît pas trop pour apprécier sa juste valeur. Je pense que les gens qui remake connaissent pas américain. trop vont apprécier. Ceux qui sont ouverts d'esprit, c'est très risqué. Ouais, c'est un risque que vous prenez. Je pense que vous pouvez y aller. Il y a des chances que vous détestiez. Et sinon, vous pourrez venir pleurer dans les commentaires. Vous n'allez pas adorer en tout cas. En insultant Erwan, il n'y a pas de vous problème. Vous n'allez pas adorer, mais peut-être comme moi, vous allez dire bon, ok, c'est mieux que ce que j'imaginais. Ça fait un bon film d'action. C'est un puzzle bizarre, vraiment. En fait, c'est pas un reboot ni un remix. Un remake, c'est un remix. Voilà. Moi, j'appelle ça un remix. C'est DJ Rupert Sanders. On l'imagine a pris 5 disques, il a fait son truc. Et c'est bizarre, mais bon, pourquoi. Moi, j'ai pas de mal à me dire j'ai envie de voir la suite, toi, pourquoi pas, tu vois, genre. Ah oui, t'as carrément envie de voir une suite. Parce que j'ai pas l'idée que ça efface le reste, tu vois. Le film de Mamoru Oshii, c'est un chef-d'œuvre et il est toujours là. Il est ressorti, comme tu disais, chez Oldie Animé en Blu-ray. Donc on peut le choper une super version, se le taper chez soi, c'est impeccable. Il y a à la fois la mauvaise version et la bonne version dans ce remaster Blu-ray. Il y a dans le Steelbook Collection la version 2008 où Oshii a refait des scènes en 3D un peu à la George Lucas. Ça s'est pas bien passé, mais c'est l'original qui a été remasterisé, donc ça c'est important. Il y a Glénat qui sort la Perfect Edition du manga, du tome 1, et puis les autres vont suivre, donc qui est aussi différent du film. On peut redécouvrir facilement les OAV sur Netflix, par exemple. Ah et oui, puis se retaper la série Standalone Complex, les 2 saisons qui sont fantastiques. Je veux dire, où est le problème ? Ce film ne dérange pas plus que ça. Il vient pas remplacer de toute façon ce qui existe. C'est bon, c'est pas non plus la mort. Et je voudrais quand même parler de 2 petites minutes du whitewashing qui a finalement pourri pas mal le marketing autour du film. Est-ce que c'est quand même problématique ? Ça t'a frustré de voir si peu d'acteurs asiatiques Non, parce que déjà il y en a beaucoup. Il y a une ambiance asiatique forcément à la Blade Runner, et même elle est plus qu'asiatique, elle est cosmopolite. Et vraiment l'ambiance cosmopolite de cette ville, elle fonctionne super bien. D'accord, donc en fait ça excuse en quelque sorte le fait qu'ils aient voulu américaniser. Il y a vraiment cette ambiance qui fonctionne bien, quoi. Il y a Ramaki Takeshi qui parle en japonais, l'autre qui répond en anglais, c'est pas grave, tu vois. T'as des blacks, des chinois, des japonais, t'as un mec qui est tiré de... Je sais pas d'où il sort, il est anglais ou je sais pas quoi. C'est pas comme Mass Effect où tous les aliens parlent anglais. Ils ont pas cherché à faire un truc genre il faut que ça soit cosmopolite. Ils ont juste mis plein de gens différents et puis ça marche, quoi. C'est ça qui est marrant. Donc cette ambiance marche bien. En gros, on conseille quand même d'aller le voir. De toute façon, il y aura ta critique écrite. Je vais faire la critique écrite
complète, voilà, qui peut-être en sera détail. peut-être un peu plus complète. Et puis Et surtout, surtout, il y a un article qu'on vous proposera en marge de la sortie du film qui est consacré avant tout aux spoilers, qui est notamment fait pour les fans, voilà, ou les, même les avant, fans de je vais l'œuvre peut-être le originale. sortir en même temps que la critique. Voilà, dès qu'on sera sorti de cet embargo, où en fait tu vas revenir en détail sur beaucoup d'éléments. Ça va être full Et pour les spoiler. fans, ça sera nickel en fait. Ça Je pense que sera ça leur full permettra un peu de se spoiler, repérer voilà. par rapport au remake. Pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui ont envie de se spoiler et comprendre sans aller voir le film, on va prendre plein de détails et expliquer Notamment le personnage de Major, justement. le et des origines. Major, pourquoi j'ai pas aimé Aramaki, et plein d'autres petits trucs. Ouais. Bon, et ben, si ça vous intéresse, rendez-vous bientôt donc sur IGN ou même pile au moment où cette émission pop, il y aura peut-être déjà les articles, là on ne sait pas. Oh, c'est la magie de Normalement, de tout débarque en même l'enregistrement. temps. Hein. Voilà. Bon, au cas Dès où que vous aurez au moins l'embargo cette il tombe, émission. c'est blah. Exactement. Et puis bah, nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques dans iGeekNo et également sur IGN France. Salut à tous. Salut.